Bonjour à tous, merci beaucoup de nous avoir rejoints. On tenait évidemment à cœur de respecter d'entrée de jeu la minute de silence nationale à 14 heures suite aux événements récents et merci de l'avoir respecté avec nous. On est ravis de vous accueillir sur ce leadership autour de la responsabilité et je vais d'ores et déjà laisser nos invités se présenter. Je suis pour ma part Emmanuelle Joseph Dailly et je suis directrice au sein du groupe GS Erwen et j'ai la chance de piloter notre lab recherche et prospective. Alors, Boutaïna, est-ce que vous souhaitez, s'il vous plaît, dire quelques mots pour nos participants sur vous? Vous êtes la présidente de Clear Channel France. Oui, tout à fait. Merci, merci de nous donner cette occasion de exprimer sur un sujet qui me tient à cœur. Donc oui, Boutaïna Raki, je suis la présidente de Clear Channel. Clear Channel, c'est une entreprise qui fait de la communication extérieure, ce qui veut dire concrètement qu'on a un certain nombre de mobiliers, papier ou digitaux, dans la rue, qui permettent aux annonceurs de prendre la parole, mais aussi aux collectivités ou d'autres partenaires de s'exprimer face au plus grand public. Voilà. Et on est présent à peu près dans tous les univers de communication extérieure, dans la rue, dans les centres commerciaux, dans les transports, principalement. Voilà. Merci. Yannick Cariou, vous êtes PDG de Médiamétrie. Oui, bonjour, merci de cette invitation. Donc, je m'appelle Yannick Ariou, je suis le président de Médiamétrie, qui est la société en France qui mesure l'audience des médias télévision, radio et digital. Donc, c'est notamment par les chiffres de Médiamétrie que vous avez appris ce matin qu'il y avait 16 millions, un peu plus même, de téléspectateurs en moyenne hier devant le match qui a malheureusement vu l'élimination de l'équipe de France. Donc, on oublie et on avance. Aurélie Cordier-Caillot. Oui, eh bien écoutez, ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc moi, je suis directrice au sein de la communauté Leadership et Management et mon activité est d'accompagner les entreprises dans des contextes de transformation managériale. Ça peut prendre la forme de formation, de séminaires, de coaching individuel et collectif et bien sûr un intérêt tout particulier pour ce sujet de la RSE au sens large et sur le leadership responsable plus spécifiquement. Merci à tous les trois de cette introduction. Alors peut-être pour nos participants que je remercie également, un petit mot sur le groupe GS Erwen maintenant pour ceux d'entre vous qui ne nous connaîtraient pas encore. Donc au sein du groupe GS Erwen, on est 550 collaborateurs. On a des bureaux dont le siège principal est à Paris, en région parisienne. C'est un groupe qui fait 85 millions de chiffre d'affaires. On est sur une forte croissance, donc 30% en 2022. Et les activités sont vraiment à la croisée des chemins entre la partie business et la partie people, puisqu'on adresse tous les sujets à la fois autour de la transformation des lignes business, mais aussi la transformation digitale, la transformation agile des organisations et évidemment la transformation humaine des organisations qui sous-tend l'ensemble des autres transformations des organisations et des entreprises, que ce soit secteur public ou secteur privé, puisqu'on intervient tous secteurs confondus. On a eu la chance ces dernières années, si on passe sur le slide juste après, de bénéficier d'une forte reconnaissance du marché, une reconnaissance qu'on essaye d'investiguer au sens large, puisque on a à cœur, on est une société à mission, on a un motto qui est Consulting for Good et on a à cœur d'investir en permanence dans les compétences de nos collaborateurs et aussi de mettre à disposition l'ensemble de nos travaux de manière ouverte, en open source. On investit 8% de notre chiffre d'affaires en R&D. Et puis, on publie beaucoup, à la fois des livres blancs. On organise beaucoup de webinaires comme celui-ci. On a plus de 400 parutions par an sur ces sujets ouverts, avec plusieurs comités scientifiques. On a un au sein de notre filiale performance et on en a un aussi au sein du groupe GS Erwen au sens large, qui vise à alimenter nos réflexions. On est fondateur de France FinTech et puis de 50 Partners, de l'incubateur 50 Partners. Et on a récemment
eu la chance d'avoir des décorations et des récompenses à la fois du prix BPI Excellence, mais aussi d'EcoVadis avec la médaille platine sur les entreprises évaluées sur la RSE dans le top 1%, dont on est très fiers, et aussi dans Choose My Company sur Happy at Work, qui a classé Julius Esterwen en premier des entreprises entre 500 et 1000 salariés sur le classement des entreprises préférées en matière de qualité de vie au travail. Voilà pour le mot d'introduction sur le groupe Julius Esterwen. Alors, sur cette partie outils, normalement, si vous n'entendez pas, vous avez un bouton sur lequel vous pouvez vous signaler, qui est entouré ici en rouge, qui est le bouton public. Et pour poser vos questions, vous pouvez également utiliser l'onglet chat. On prendra les questions à la fin. On aura une modération des questions pour pouvoir les adresser. Si vous en avez tout du long, vous pouvez bien sûr les mettre dans le chat au fur et à mesure. Alors, pour se lancer peut-être, et avant même finalement qu'on se lance pleinement, je voudrais pouvoir éclairer ce sujet du leadership responsable par une très brève introduction sur le terme de responsable, de responsabilité. Quand on entend le mot responsable, on pense souvent à une charge, parfois à un niveau hiérarchique. On va parler de mon responsable. On va dire qu'on est responsable de son équipe, de ses résultats, potentiellement de la bonne collaboration entre les collaborateurs d'une seule et même entité. Je suis aussi responsable évidemment de mes enfants, surtout s'ils sont mineurs, de les nourrir, de les éduquer. Et c'est intéressant de revenir à l'étymologie. On y reviendra plusieurs fois pendant ce webinaire sur différents mots qu'on essaie d'adresser. Le mot responsable, il vient du verbe latin respondere, qui veut dire se porter garant, répondre de. C'est la même racine que le verbe répondre. Et ça nous montre qu'il y a vraiment deux sens à la responsabilité. D'un côté, c'est le fait de porter une charge, d'être solidaire de quelqu'un d'autre. J'accepte les conséquences qui normalement reviendraient à quelqu'un d'autre. C'est vraiment l'exemple du garant en quelque sorte. C'est l'idée de se porter caution. Et la responsabilité, elle renvoie alors à la capacité à prendre des décisions qui nous engagent moralement et aussi matériellement. Et en un sens, du coup, cette responsabilité, elle engage notre conscience, elle nous met face à des actes à assumer. Et en leadership, la question qui va se poser, c'est envers qui nos actes nous engagent? Est-ce que c'est simplement nous-mêmes? Est-ce que c'est nos collègues? Est-ce que c'est notre entreprise, la société en général, les générations à venir? Ça fait partie des questions importantes. Donc, d'un côté, la responsabilité, c'est le fait de porter une charge. Et d'un autre côté, si on va plus loin, on peut dire que la responsabilité, c'est la capacité de répondre de ses actes ou des actes d'autrui. Et répondre de ses actes, c'est être capable d'en assumer les conséquences, quelles qu'elles soient. Et bien sûr, les conséquences, elles ne sont pas toutes anticipables, surtout dans la volatilité du monde d'aujourd'hui. Et c'est aussi l'aptitude à expliciter les raisons qui m'ont poussé à agir ainsi. Donc forcément, un des sujets qu'on va toucher du doigt dans la responsabilité, c'est qu'elle ne définit pas forcément en elle-même ce qu'on doit faire et ce qui suit la responsabilité. Mais se sentir responsable d'une situation, on sait que ce n'est pas suffisant pour nous aider à déterminer ce qu'on doit en faire, parce que là, forcément, on va toucher du doigt un principe éthique, un certain nombre de paradoxes dont on va se reparler. Et l'idée à garder peut-être sur cette responsabilité, c'est qu'elle nous permet de poser des cas de conscience qui parfois sont délicats, dans lesquels il n'y a pas de bonne solution, mais il va y avoir un construit, peut-être même un construit social, qu'on aura déterminé comme étant le moins mauvais possible. Et ça, c'est souvent quelque chose dont on parle en philosophie, c'est l'idée de faire le choix qui est le moins mauvais possible ou le plus responsable possible. Et une fois qu'on s'est dit ça, sur ces questions de la responsabilité, j'ai envie évidemment qu'on puisse en débattre et peut-être affiner avec toi, Aurélie, le lien avec le leadership responsable. Tu as écrit sur le sujet, c'est un sujet sur lequel tu réfléchis. Comment finalement est-ce qu'on peut définir cette notion de leadership responsable?
Effectivement, cette notion de responsabilité, pour reboucler avec ce que tu viens de dire, Emmanuel, et introduire évidemment le sujet de la RSE, puisqu'on place le leader responsable par rapport à ce sujet de la RSE, on peut se référer aux travaux d'Antionas sur le principe responsabilité, qui nous dit en 79, agis de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur Terre. Alors là, on voit très bien naître les prémices de la définition du développement durable, et c'est cet angle évidemment qu'on a envie de prendre quand on parle de leadership responsable. Donc si on devait le définir, c'est effectivement la capacité du leader à concilier dans ses prises de décision, dans ses modalités d'action, des dimensions environnementales, sociales, sociétales et économiques. On est bien je dirais, à ce nœud de complexité que tu as déjà commencé à évoquer, Emmanuel, et qu'on développera tout au long de ce webinaire. Donc, ça veut dire chausser des lunettes. On parle beaucoup voilà, c'est une expression qu'on utilise aussi aujourd'hui, mais des lunettes qui vont nous permettre de voir différemment à 3 endroits. Je dirais d'abord voir plus loin. Alors, plus loin, c'est aussi en termes de temporalité par rapport à mes prises de décision entre le court terme et le long terme. Donc, je vais vraiment, si j'exerce ce leadership responsable, penser aux conséquences long terme des décisions que je vais prendre dans le court terme. Voire plus large, c'est-à-dire au-delà des frontières de l'entreprise, quels sont les impacts de mes prises de décision, mes modalités d'action sur mes parties prenantes, très directes et même plus lointaines. Donc évidemment, c'est une considération qui existe aujourd'hui, mais qui est vraiment particulière à ce leadership responsable. Et enfin, je dirais voir plus profond. Alors là, c'est presque une dimension intime par rapport à la résonance de ce sujet par rapport aux valeurs du leader, et évidemment comment ce sujet de la RSE vient aussi en faire écho à des valeurs individuelles. Ce que je viens de citer sur voir plus loin, voir plus large et voir plus profond, c'est en fait une définition de la prospective que Gaston Berger avait posée, qui est effectivement le père de cette discipline. Et sa définition de la prospective, c'est voir plus loin, voir large, voir profond, penser à l'homme, prendre des risques. J'aimerais qu'on s'arrête sur cette définition, et peut-être la dernière partie d'ailleurs. Merci Aurélie. Une très belle lancée. Alors, moi, j'ai envie bien sûr de me tourner vers nos invités et de vous demander d'ores et déjà comment vous réagissez à ça. Boutaina, vous avez traversé des épreuves très fortes ces 3 dernières années, entre des licenciements, évidemment le confinement, l'accompagnement du changement nécessaire. Comment est-ce que vous avez fait pour garder le cap des valeurs humaines que vous souhaitiez incarner dans ce cadre-là? Oui, c'est une bonne question. Et en fait, moi, j'ai envie de dire, les sujets de RSE, on s'est rendu compte que ça ne pouvait pas être juste l'élément dont on allait s'occuper une fois que tout le reste était fait. Et c'est vrai que quand on est une entreprise qui est florissante, qui se porte bien, j'ai presque envie de dire, c'est facile d'être un leader responsable. C'est un peu la cerise sur le gâteau. On se fait plaisir et en plus, on travaille pour la bonne cause. Et je trouve que le plus gros challenge pour un leader, c'est justement de ne jamais se départir de ses valeurs et des sujets de responsabilité pour lesquels il s'est engagé dans les moments difficiles. Et effectivement, Claire Chanel, qui donc fait de la publicité extérieure, au moment du Covid, a connu une crise économique terrible, puisque tout son objet économique était remis en cause, on ne pouvait plus afficher. Et en fait, on a fait un choix à ce moment-là qui était de se dire, on va délibérément faire du sujet environnemental, par exemple, un des 2 axes, on n'en a pas 12, on en a 2, un de nos 2 axes stratégiques chez Claire Chanel, ça sera la transition environnementale. Et quand on fait ce choix-là à un moment où l'entreprise va mal, c'est vraiment un choix hyper audacieux. Et en fait, on a fait à la fois ce choix-là, et puis un deuxième choix très important, ça a été de se dire, on travaille depuis très longtemps dans cette entreprise avec des valeurs de diversité, d'inclusion, de l'attention, je vais dire, aux personnes les plus vulnérables dans notre organisation. Eh bien, on ne va jamais oublier ça pendant toute la période très difficile, et après aussi. Mais à chaque fois qu'on va prendre des décisions sur quoi que ce soit dans l'organisation, on fera encore plus attention à ça.
Et pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, ces éléments de responsabilité, ils font partie aussi de la construction de la solution. Ils sont un coût, il ne faut pas se tromper. Ils sont une contrainte, mais ils font aussi partie de la solution. Ils font aussi ce qui va permettre, par exemple, de garder un collectif soudé, de garder une crédibilité sur le marché vis-à-vis de nos parties prenantes. Vous avez beaucoup parlé de ça, Aurélie, c'est que tout d'un coup, être un leader responsable, c'est prendre conscience que la finalité n'est pas que dans une rentabilité, etc., qu'on a des comptes à rendre à beaucoup de gens, on est responsable d'eux, on est garant d'eux, et ça, c'est vis-à-vis de nos concédants, les collectivités qui nous font confiance, de nos annonceurs, de nos salariés, de nos fournisseurs, de nos clients. Et donc, en faisant le choix de cette responsabilité, c'est aussi de dire je vais perpétuer ma crédibilité vis-à-vis de ces acteurs-là, en montrant que ces valeurs-là ne sont pas des valeurs que j'utilise quand ça m'arrange, ce sont vraiment des choses qui nous définissent. Et donc, on a réussi dans cette phase-là à garder le cap. Je pense que c'est ce qui nous a permis de garder le collectif. Et puis, je pense que c'est objectivement ce qui nous a aussi permis de trouver une sortie qui était une sortie vertueuse et qui nous projette dans l'avenir. Cette fameuse vision à long terme, c'est de se dire comment je construis, comment je vais infléchir le modèle de façon à ce que, par exemple, la publicité extérieure, parce qu'on y reviendra peut-être après, comment la publicité extérieure peut réellement s'inscrire dans une trajectoire, par exemple, environnementale, qui a du sens à long terme, alors même qu'on est aujourd'hui challengé dans notre modèle. Donc voilà un peu ce que nous avons pu faire dans ce cadre-là. Merci. Merci. Alors, par rapport à ce modèle-là, justement, dont parlait Boudhaina, Yannick, j'aimerais vous demander comment on fait quand on mesure et qu'on décrypte les tendances et qu'on est du coup au cœur de la notion de responsabilité, à la fois dans l'éthique et dans la déontologie qu'on met en œuvre. Comment on fait pour que cette influence qu'on a vers l'externe, elle rayonne aussi en interne? Alors oui, c'est une très bonne question. On a essayé de ne pas être victime du syndrome du cordonnier. Nos mesures, elles ont un impact assez grand, un impact financier, puisque c'est à partir de ces mesures qu'un certain nombre d'échanges publicitaires sont valorisés. Un impact politique, au sens politique public, puisque nos mesures servent aussi aux décideurs politiques à orienter leur action en matière d'audiovisuel, et puis un impact sociétal, parce que tout le monde a envie de savoir ce qui se passe, ce que font les ados avec les écrans, ou les moins ados avec les offres audiovisuelles. Tous les matins, je sais qu'on a un certain nombre de personnes qui stressent en attendant nos données, mais elles les acceptent parce qu'elles sont en confiance et elles disent que ces données sont fabriquées avec rigueur, elles sont données avec régularité, avec une grande honnêteté. Et nous, cette culture de la donnée, de l'objectif, nous l'avons intégrée dans notre politique RSE, et être responsable, c'est aussi faire face à la réalité, aux chiffres et parfois à la difficulté du chiffre. Donc on vient d'une situation où on avait une politique, je pourrais la qualifier d'un peu molle, une politique QVT très large, très générale, adressant beaucoup de sujets. On a commencé, et je rejoins ce qui avait été dit précédemment, on a commencé par resserrer le spectre. On a concentré nos efforts sur 3 chantiers. Un chantier égalité homme-femme, un chantier sens du travail au sein de Médiamétrie et un chantier impact carbone. Et on a vraiment travaillé sur l'objectivation de ces chantiers. Donc on a 14 groupes de travail qui œuvrent en permanence sur chacun de ces 3 chantiers, avec des objectifs, par exemple réduction de 50% de nos émissions carbone, de la quantification et de l'observation. Là, je trouve que la loi est un peu gentille, entre guillemets, puisque vous savez que si vous suivez votre impact carbone, la loi, si vous faites une certaine taille, vous oblige à mesurer votre impact tous les 4 ans sur le scope 1 et le scope 2. Nous, on le fait tous les ans sur le scope 1, 2 et 3, donc y compris les émissions qu'on génère chez nos partenaires. Donc c'est ce regard très chiffré, très objectif, etc., qui vient de notre métier et qui a irrigué notre action. Merci. Alors, Boudhaina, en parlant de rayonnement interne, comme le faisait Yannick juste à l'instant, vous portez assez fortement la conviction, à la fois à titre personnel et à titre professionnel, que pour que la transition écologique advienne,
il faut savoir générer de l'adhésion. Alors, j'aimerais vous demander comment finalement vous reliez le sujet écologique et le facteur humain dans tout ça. Oui, effectivement, parce que la transformation écologique, elle est pas sans impact pour chacun d'entre nous. Et donc, la première chose, c'était de faire comprendre pourquoi il fallait s'engager, par exemple, sur des sujets environnementaux. Et on l'a vu sans m'attarder longtemps, mais on a vu, par exemple, avec l'épisode des Gilets jaunes, à quel point ne pas expliquer, ne pas engager, faire adhérer les gens à un projet de transformation de société à visée écologique est le meilleur moyen d'aller dans le mur. Et donc, on a pris ce sujet-là en interne chez Clear Channel en se disant, d'abord, on va expliquer pourquoi. Donc, on s'est fixé une ambition en termes de réduction d'impact carbone en interne, de 50% à horizon 2030. On a une trajectoire qui a été définie, mais on a aussi beaucoup, beaucoup travaillé sur, d'abord, l'adhésion du top management, en expliquant pourquoi, en donnant des objectifs, en donnant aussi, en définissant des bonus, enfin une partie de l'objectif de nos cadres dirigeants est assis sur des objectifs type RSE. Et puis, on a fait beaucoup de travail de formation, sensibilisation. On a formé à la fresque du climat d'abord les dirigeants. On a constitué un groupe de travail autour de la transition écologique et solidaire avec des gens venus de tous les métiers. Et ce groupe-là se réunit très régulièrement et propose des solutions et travaille là-dessus. Et on a formé tout un tas de gens dans nos organisations. Par exemple, en ce moment, on forme à la fresque de la publicité, donc qui est le sujet de la fresque du climat, mais ramené au sujet de la publicité, toute notre force commerciale et bien évidemment leur soutien, c'est la force marketing, etc. Pourquoi on fait ça? C'est parce qu'avant de demander à chacun de travailler autrement, il faut d'abord que chacun, dans sa vie professionnelle, même si dans la vie personnelle, on est tous exposés au sujet, mais que dans sa vie professionnelle, on se dise, mais pourquoi Clear Channel va là-dedans? Et à quoi ça sert? Et en quoi c'est quelque chose de positif? Donc c'est d'abord cet effort-là, c'est être beaucoup, beaucoup dans de la communication régulière avec eux. Et puis, c'est de faire le lien entre ce qui se passe en interne et en externe. La cohérence. Expliquer comment le monde est en train de changer, y compris dans sa perception de notre média. Vous savez, il y a quelque chose qui est très douloureux parfois pour les collaborateurs. Chez Clear Channel, les gens sont très attachés à leurs médias, très attachés à l'entreprise depuis très longtemps. Et tout d'un coup, ils se retrouvent un peu pris à partie par des activistes, etc., qui disent la publicité extérieure, c'est horrible, ça consomme de l'énergie, puis ça nous pollue la tête, et puis ça incite à consommer, etc. Et quand on est un afficheur, quand on est un commercial qui travaille dans ce secteur-là, on peut être personnellement affecté d'être tout d'un coup perçu comme entre guillemets, un mauvais, vous voyez, quelqu'un qui travaille contre la société. Alors même qu'on est dans une industrie où les gens ont l'impression de travailler pour l'utilité collective. Et donc, on a beaucoup travaillé avec les équipes pour leur faire comprendre d'abord qui nous sommes et comment on va pouvoir justement renforcer notre utilité, l'expliquer, en faire une force de notre organisation et comment on répond à ceux qui sont des détracteurs de notre métier. Et répondre, ce n'est pas juste se défendre, c'est aussi dire, on est comme beaucoup d'industries, on a besoin de se transformer, on le sait. Eh bien, on va le faire ensemble. On va le faire avec l'interne, on va le faire avec notre écosystème. Et c'est comme ça que petit à petit, on engage nos collaborateurs avec nous. On fait de nos succès sur les sujets environnementaux et sociétaux des succès de tout le monde. Voilà. Et petit à petit, c'est comme ça qu'on arrive à travailler sur nos mobiliers et travailler sur l'éco-conception de nos mobiliers. C'est comme ça qu'on revisite la façon dont on va assurer l'entretien et la maintenance de nos mobiliers. Je parle de choses excessivement concrètes. Comment on consomme moins dans nos affiches papier avec une offre qu'on a voulu plus écologique, etc. Et là, vous arrivez à en faire petit à petit un véritable objectif, une espèce de purpose commun, où finalement on arrive à allier des aspirations qui sont des aspirations individuelles des citoyens, qui sont nos salariés, et les aspirations du collaborateur. Et c'est vrai que c'est nouveau, parce que encore il y a peu de temps, on ne demandait pas ça à un employé. Un salarié, il était là, il avait un contrat de travail, il devait délivrer sa mission. Puis il avait un salaire, il était content. Et puis il devait performer, bien vendre, etc. Et là, tout d'un coup, on demande aux gens de réfléchir à quelque chose qui est dans l'intérêt général, qui concerne le citoyen dans la rue, qui concerne les politiques, qui concerne... Et donc, oui, c'est un changement important et on le fait par énormément de dialogue et d'association à la construction des solutions. Quand on associe, on voit que l'engagement est beaucoup plus fort et évidemment,
Merci pour ces éclairages. On touche du doigt avec vous, on commence à toucher du doigt la notion de paradoxe aussi qu'on a sur ce sujet. Et Yannick, en préparant ensemble ce moment-là, vous nous parliez de faire accepter la dureté de la frustration et on parlait d'une adhésion qui n'était pas forcément spontanée parce que toutes les transformations, au final, ne sont pas forcément positives d'un point de vue budgétaire. Et avec Aurélie, on a beaucoup aimé cette idée-là parce que forcément, les choses ne sont pas blanches ou noires. Il y a un curseur qui se positionne et il y a l'idée qu'il faut accepter de renoncer, accepter aussi que tout n'est pas forcément compatible ou cumulable. Est-ce que vous pouvez élaborer un peu cette pensée pour nous, s'il vous plaît? Oui, et Boutaina l'a dit par allusion tout à l'heure. Avoir une attitude responsable, c'est parfois avoir des injonctions paradoxales en relation à nos objectifs financiers ou nos objectifs stratégiques de l'entreprise. Alors c'est vrai qu'il y a un mouvement qui se veut un peu rassurant, qui produit, on va dire, des études ou des analyses qui montreraient les bénéfices à long terme d'une politique responsable ou d'un leadership responsable. En général, il y a 2 ou 3 arguments typiques. Alors le premier qui est l'argument extrême, s'il n'y a plus de planète, il n'y a plus de business. Bon, ok, celui-là c'est l'argument binaire par excellence. Il y a d'autres arguments qui sont plus axés sur l'obligation légale et l'évolution du corpus légal qui nous entoure, et on doit constater que cette évolution existe. Et donc là, ça fait plutôt appel à la peur du gendarme. Bon, alors pareil, hein, il faut s'y plier également. Et puis, il y a d'autres études qui disent, par exemple, que les candidats, nous qui sommes dans un métier toujours en recherche et parfois en pénurie de talent, les candidats donneraient leur faveur aux entreprises qui seraient nécessairement les plus vertueuses. Alors moi, je conteste un petit peu ça, enfin, au-delà des effets d'annonce ou des effets de manche et des postures des uns et des autres. Je veux peut-être vous citer ou vous faire remarquer un édito là, qui a été publié la semaine dernière dans le journal L'Obs de Pascal Richet. Son titre, c'est du climato-scepticisme au climato-baléquisme. Alors, c'est un néologisme un peu vulgaire, mais ça y fait allusion à l'expression « je m'en balèque ». Finalement, avec beaucoup de gens qui sont totalement conscients, mais sont absolument bien informés et ne sont pas du tout climato-sceptiques, ce pas des platistes, des gens qui atteignent des plus rondes ou qui nient des choses de plus en plus évidentes, mais simplement, ils ont choisi de ne pas prendre ça en compte dans leurs critères. Et donc ça, vous en avez beaucoup des gens comme ça, et on comprend parce que c'est difficile. En tant que leader, pour eux, avec eux parfois, mais parfois contre eux, nous devons en permanence arbitrer. Et comme je vous le disais, c'est parfois contre nos équipes. Les équipes peuvent faire la tête quand le téléphone qui leur est remis vient de back market et c'est un iPhone ou un Samsung d'il y a 2 ou 3 générations. On arbitre aussi contre nos propres coûts. Faire du numérique green, de la cybersécurité green, cela peut coûter très cher. Si vous migrez, ce qui nous arrive en ce moment, des serveurs informatiques de pays très carbonés à des pays peu carbonés, en l'occurrence la France, ça n'est pas gratuit, ça coûte du jour homme. Donc c'est évidemment en conflit ou en arbitrage contre d'autres projets importants pour l'entreprise. Et puis c'est aussi parfois contre notre confort. Nous, on va souvent à Nice, on y va en train, bon, bah, ça met le temps que ça met. Un open space à 19 degrés en hiver ou à 25 ou 26 en été, ça ne plaît pas à tout le monde non plus. Donc ce n'est pas rose, c'est pas facile, c'est pas toujours agréable à court terme, mais pour toutes les raisons, je dirais, impérieuses que vous avez rappelées, c'est un devoir. Et donc c'est un compromis. Et je pense que plus on est haut, entre guillemets, dans une hiérarchie d'entreprise, plus notre rôle consiste à gérer ces compromis et gérer ces injonctions paradoxales. On en a eu d'autres avant la responsabilité environnementale notamment, mais ça fait partie du job et je pense que ça va l'être de plus en plus. Donc effectivement, il faut gérer les frustrations, il faut les accepter et les surmonter autant qu'on peut. Merci pour ces partages, parce que je pense qu'ils sont absolument déterminants pour bien comprendre la notion de leadership responsable. Alors, Aurélie, j'ai envie de te demander, tu t'intéresses de près aux compétences du leader qui vont être créatrices de ce cocktail de responsabilité, donc au leader responsable. Et ce leader responsable, on sait qu'il porte en lui des paradoxes. Nos invités viennent de nous le rappeler. Et
on aime bien entre nous se parler des tiraillements et du tiraillement entre profit, volonté de croissance, obligation de croissance même pour certains leaders et conscience en même temps de ses limites planétaires. Alors finalement, qu'est-ce que ça veut dire tout ça pour le leader responsable? Comme tu dis, ça a aussi été évoqué. On ne peut pas parler de ce sujet sans parler de paradoxe. Et déjà, il y en a peut-être un premier qui sont nos propres paradoxes d'ailleurs, hein, les propres paradoxes du leader de façon assez individuelle sur ses choix propres. On a évoqué la notion de citoyen aussi. Est-ce que le leader se transforme parce qu'il est dans l'entreprise par rapport à ce qu'il peut faire en tant que citoyen? Donc ça, c'est intéressant d'aller regarder aussi ces changements possibles. Donc ça, je dirais que c'est le premier paradoxe. Avec quoi je deal entre moi et les petits arrangements entre moi et moi, et encore, enfin, vraiment, évidemment, sans aucune posture de jugement, parce qu'on est absolument tous concernés par ce sujet. Donc ça, c'est une première éclairage sur les paradoxes. Et puis, évidemment, il y a ceux qui sont dans les prises de décision, comme vous l'avez évoqué. Vous avez évoqué un tiraillement court terme, long terme. Ça, c'est en permanence, évidemment, sur cette échelle-là. Le leader va avoir nécessité de se positionner. L'environnement, évidemment, réglementaire va venir aussi par moment créer un point d'appui. Alors voilà, est-ce qu'on aurait pu le faire sans ce point d'appui? Question, hein, comme Yannick l'a évoqué, mais en tout cas, il vient créer un point d'appui. Et là, je fais un clin d'œil aussi à nos collègues qui vont aborder le sujet vendredi dans un webinaire. La performance n'est pas que financière. C'est quels critères aussi le leader se donne pour définir ce qui est de l'ordre de la performance ou pas. Donc voilà, à la fois une dimension individuelle et à la fois une dimension évidemment sur une responsabilité plus large dans l'organisation. Alors, je te remercie pour ces rappels sur le paradoxe parce qu'ils sont centraux. Boutaina, j'ai envie de pouvoir vous demander comment est-ce que vous vivez ces paradoxes. Alors, vous l'avez un petit peu déjà abordé, mais vous avez une activité qui peut générer des externalités négatives et qui, en même temps, est soumise à un regard d'actionnaire. Donc, comment est-ce qu'on trouve la boussole du leadership responsable et comment vont se gérer ce qu'on appelle en neurosciences les dissonances cognitives sur le sujet? Vous l'avez évoqué tout à l'heure, elles affectent les équipes, ces dissonances, parce que c'est des sortes d'injonctions. Comment est-ce que ça s'accompagne? Oui, c'est vraiment une des questions les plus complexes. Alors, on a des externalités négatives, mais je dirais finalement toute industrie a une externalité négative. La particularité de la publicité ou des médias, c'est qu'en fait, une de nos externalités, elle tient en fait même qu'on est un média et donc qu'on influence. Finalement, ce qu'on nous reproche le plus, c'est pas tant qu'on consomme de l'énergie ou qu'on ait des émissions de gaz à effet de serre, parce qu'en l'occurrence, on a un média très peu consommateur d'énergie et très peu émetteur de carbone. Ce que fondamentalement on nous reproche, mais pas qu'à nous, mais finalement à la communication de manière générale, c'est d'induire des comportements. Et potentiellement des comportements qui ne seraient plus compatibles avec les limites de la planète. Donc il y a cette attente vis-à-vis de nous qu'on revisite un certain nombre de choses. Et oui, il y a des paradoxes parce qu'il y a des choses très complexes. Alors on pense assez spontanément, on se dit il faut faire des profits, il faut qu'on vende à des annonceurs. Moi, je vais vous dire, il y a un des paradoxes qui est très compliqué et intéressant à souligner. Je vous disais tout à l'heure, un métier comme le nôtre, nous, on répond à des appels d'offres de marché public. Et un marché public, pour des attributions, il y a des critères très concrets. Et aujourd'hui, on voit des paradoxes dans le fait que des collectivités, y compris des collectivités qui ont un positionnement écologique très fort, qui vont émettre des appels d'offres, dans lesquels ils vont mettre un certain nombre d'exigences d'un point de vue environnemental, très bien, mais qui vont quand même mettre le critère financier comme le critère numéro 1. Et là, on est dans un paradoxe total, parce qu'on le sait bien, on le sait tous en fait. Être écologiste, ça coûte plus cher. Trouver des solutions vertueuses, ça coûte plus cher. C'est une réalité. De la même façon que vouloir avoir des salariés mieux rémunérés, des conditions de travail plus favorables, ceci, cela, ça coûte plus cher. Et donc, c'est là où on a un paradoxe, c'est qu'on va avoir en face de nous un client, parce que nous, quand on répond à un appel d'offres, nos concédants, les collectivités, ça, c'est une sorte de client. On a des clients qui veulent qu'on soit beaucoup mieux disant sur les standards, donc un abri qui est plus écologique, qu'on utilise une flotte automobile
propre, on va dire, avec des énergies électriques ou hydrogène, pas thermiques, etc., mais qui en même temps continue d'exiger de nous comme critère numéro 1 qu'en termes financiers, on soit le mieux disant. Et ça, c'est un paradoxe pour moi hyper illustrateur. Comment on fait? Comment on fait? Et donc, il y a un sujet qui est que on voit à chaque fois, et depuis le début de cette conversation, que dans cette transition écologique, il y a un sujet d'écosystème. Et le leader, il est un peu au milieu de ça, parce qu'il est obligé de à la fois répondre à l'aspiration de certains collaborateurs qui ont une ambition écologique et qui disent c'est important, l'entreprise doit s'engager, mais qui voudraient quand même avoir une augmentation de salaire et voudraient quand même avoir des bureaux qui ne soient pas à 19 mais plutôt à 21, etc., etc. Et avoir une belle bagnole et tout ça avec du matériel neuf et l'iPhone dernier cri. On va avoir des actionnaires, bien évidemment, qui sont en attente d'une rentabilité, d'un retour sur investissement, etc. Et même des clients, des fournisseurs qui sont en attente de choses qui sont paradoxales. Et tout l'équilibre du leader, c'est finalement trouver les bonnes équations et faire avancer. Et moi, je le vois beaucoup comme un processus itératif. En réalité, on n'a plus la bonne solution. On est dans le dialogue permanent. Nous, on boucle en fait. On tourne. On va voir la collectivité, on parle, on explique ce qu'on est capable de proposer, on propose des solutions, on retourne vers les fournisseurs, on retravaille sur nos matières, nos mobiliers, etc. On retravaille avec les annonceurs. Et en fait, on est en train de mettre en place une forme de collaboration inter-business dans ce nouveau monde qui, pour moi, est la clé. Et les leaders responsables aujourd'hui sont ceux qui arrivent à créer cette connexion et ce réseau entre dirigeants qui croient, entre guillemets, et qui commencent à envisager le monde d'une façon différente. Voilà. Et peut-être pour illustrer, j'échange beaucoup, je pense que ça fait partie aussi des choses qui aident un leader responsable, c'est d'échanger avec ses pairs, avec tous les pairs comme ça, CEO, dirigeants, qui eux-mêmes sont dans leur propre démarche de transition, pour échanger des bonnes pratiques, d'abord se renforcer, se sentir soutenu dans sa démarche, et puis échanger des façons de faire pour que petit à petit, on éduque l'ensemble du système, on éduque l'ensemble du tissu économique finalement. Voilà. Ça passe aussi par ça, je pense, le leadership responsable et le fait de surmonter les paradoxes auxquels on est confronté tous les jours. Merci beaucoup pour cette authenticité. Aurélie, j'ai envie de te demander finalement quel est le moteur pour se lancer dans cette démarche. Est-ce que on sait que certains ont un déclic, que certaines personnes peuvent vivre quelque chose de soudain qui les amène là-dedans, ou bien est-ce qu'on peut évoquer peut-être la possibilité d'une intolérance à la succession d'indignation, pour reprendre les mots de Camille Etienne sur le sujet? Alors, comme dans évidemment tout sujet, les moteurs sont assez individuels, mais effectivement, les deux que tu cites sont intéressants parce que quand on parle souvent de déclic, voilà, mon enfant de 12 ans est venu me demander, mais en fait, à quoi sert ton métier? Quelle est l'utilité sociale de ce que tu fais? Oui, il y en a qui ont des enfants de 12 ans extrêmement matures et qui viennent poser ce genre de questions, peut-être pas en ces termes, mais en tout cas, l'idée est là. Et là, tout d'un coup, effectivement, un déclic de dire, mais finalement, voilà, comment je contribue, au contraire, je ne contribue pas à un monde plus souhaitable. Donc ça, c'est une première, voilà, ça peut être un premier levier. Et puis, évidemment, il y a aussi ce qui est de l'ordre de la succession d'indignation. Et je pense que ça, c'est un moteur qui est extrêmement puissant. C'est de se dire, il n'est plus possible de faire pareil. Il n'est plus possible d'aller à Nice en avion et on va prendre le train. Ce n'est plus possible. Et je pense que là, il y a des effets aussi cliqués qui se produisent dans l'esprit du leader sur le fait de ne plus accepter de faire les choses telles qu'on les faisait avant. Et ça sédimente vraiment pour moi la motivation du leader. Et c'est, voilà, je pense aussi un moteur assez pérenne dans sa motivation. Alors, on a une question que j'aimerais bien poser à mes invités d'ores et déjà, sans attendre la fin, c'est comment est-ce que concrètement vous libérez les collaborateurs pour participer à la réflexion sur ces sujets? Parce qu'on a évidemment une volonté de privilégier peut-être le business sur d'autres sujets quand on est sur des ateliers de travail en interne. Est-ce qu'ils réfléchissent à ces sujets sur leurs heures de travail? Est-ce qu'ils ont des incentives pour y participer, comme des avantages? La question parle de bonus ou autre.
Alors, je peux commencer Merci. Yannick, ça vous va. Nous, on a constitué 3 groupes de jeunes talents dans l'entreprise. Alors, c'est une action temporaire, mais échelonnée sur plusieurs mois. On a créé 3 groupes de réflexion autour de notre activité pour se projeter d'abord très loin, parce que souvent, se projeter très loin, ça libère la réflexion. On est moins soumis à la contrainte immédiate. Et donc, on leur a demandé de réfléchir à quoi ressemblerait notre média en 2050, à la fois dans son utilité, puisque vous savez, on a une activité où on fournit des abris voyageurs, du mobilier, etc. pour la collectivité. Donc, à la fois dans l'emprise dans la ville, voilà, dans une ville qui va être complètement modifiée par la transition, par le réchauffement climatique, les mobilités, etc. Qu'est-ce qu'on devient comme média ? Qu'est-ce qu'on devient au service des annonceurs? Et le fait de le projeter loin, ça a permis de s'affranchir de toute contrainte immédiate. On a fait intervenir des experts qui ont commencé par parler à ces collaborateurs-là, donc c'était 18, à leur parler de solutions, choses qui ont été inventées par d'autres industries, d'expérimentations qui ont été faites, de différents sujets pour un peu ouvrir les chakras, et on les a fait réfléchir à travers, ils étaient répartis en 3 groupes. Chacun s'est réuni 3 fois une demi-journée, un peu plus d'une demi-journée, et on leur a demandé de nous proposer des solutions concrètes. Et là, pour ne rien vous cacher, dans 2 jours, on propose les solutions qui ont été le résultat de ce travail collectif à notre comité exécutif pour choisir de financer les projets. Et là, je trouve que c'est une belle récompense pour ces équipes, c'est de leur dire, on va prendre vos projets et on va donner des moyens. Et les moyens seront de 2 ordres, des moyens humains, c'est-à-dire on va détacher des ressources pour travailler là-dessus, et bien évidemment des budgets financiers, sonnant et trébuchant, pour qu'on puisse développer les solutions auxquelles ils ont réfléchi. Et voilà une façon, il y en a d'autres dans la maison, mais voilà une façon très concrète d'engager les gens avec nous sur la transition. Merci Boutaina. Yannick, est-ce qu'il y a des éléments que vous souhaiteriez rajouter? Oui, alors, c'est un peu dans le même esprit. On travaille à 3 niveaux. D'abord, et mes actionnaires m'ont suivi là-dessus, dans notre accord d'intéressement, qui est évidemment lié à l'atteinte budgétaire, on a supprimé un paramètre qui est le paramètre de croissance, et on l'a remplacé par un paramètre de performance sur nos émissions carbone. Donc, qui a été évidemment au début une longue discussion, mais qui est installé aujourd'hui dans les systèmes. Après, dans le même esprit de ce que décrivait Boutaina, on a, je vous l'ai dit tout à l'heure, 14 chantiers. Ces 14 chantiers sont gérés par les équipes. Donc, elles s'automotivent, s'autogèrent et évidemment ont accès à un certain nombre de financements, de moyens, de ressources humaines pour mener à bien leur chantier, avec un reporting régulier dans nos instances de direction. Mais si je suis très honnête avec vous, et c'est un peu une règle que je vois dans beaucoup d'entreprises quand j'en parle avec des pairs, vous mobilisez vraiment quelque chose comme 10 à 15% des équipes. Donc, avec ça, c'est avec des gens volontaires qui ne sont pas des passagers clandestins dans ces réunions, etc. Donc, il reste à embarquer 80%. Et là, on fait 2 choses. On travaille à la fois le rationnel et l'émotionnel. Pour l'émotionnel, j'ai bien aimé ce que disait Boutaina sur la nécessité de se projeter dans le temps pour être un tout petit peu moins enserré par la contrainte d'avant. Nous, on a pris une alternative à ça, c'est qu'on s'est projeté géographiquement. On a fait un partenariat avec une association qui s'appelle Greenlandia. Et Greenlandia, au long cours, suit un village du Groenland. Je ne vais pas vous faire la géographie du Groenland, mais il se trouve que les gens qui vivent là-bas voient de manière décuplée l'impact du changement climatique sur leur vie quotidienne, sur leur civilisation même, du fait de leur dépendance à la chasse, à la banquise, etc. Et donc, on a des points d'information réguliers sur ce qui se passe, à la fois du point de vue scientifique, du point de vue sociologique et du point de vue culturel dans ce petit village de 350 habitants. Tout ça donné par des experts, des scientifiques, etc. Donc, ça nous décale totalement. Mais ça nous fait ressentir par un moyen un peu différent l'impératif, la réalité du phénomène, et je crois qu'on arrive à embarquer plus de gens par ce facteur émotionnel. Et puis, à côté de l'émotion, on parle au rationnel,
Et là, on retrouve le bon vieux médiamétrie, mesurer, objectiver, donc diffusion permanente de chiffres sur notre performance. Donc on essaye d'avoir un équilibre entre l'émotionnel, le rationnel, beaucoup de délégatifs comme chez Clear Channel, tout ça pour limiter le nombre de climato-baléquistes. Les fameux. Merci. Aurélie, on a une question qui aurait été aussi une de mes dernières questions pour toi. La question demande si on pourrait clarifier les compétences du leader responsable finalement, au-delà de la notion de paradoxe. Moi, j'avais envie de te demander si on devait identifier des compétences clés un peu incontournables. Quelles seraient-elles, ces compétences finalement du leader responsable? J'ai envie d'en retenir 5 majoritaires. Et la première fait vraiment écho à ce que disait Boutaïna sur le leader responsable, le médiateur, je pourrais dire. C'est-à-dire celui qui va avoir la capacité à faire dialoguer des parties prenantes qui peuvent avoir des intérêts divergents, au-delà du dialogue, évidemment, à faire converger, à négocier. Donc, il y a vraiment cet aspect très en lien avec la médiation et capacité de médiation et de compréhension des enjeux divers et variés. Deuxième compétence, je crois qu'on l'avait identifié même, vous vous souvenez, il y a des années, dans la liste des compétences incontournables à avoir en 2020, la résolution de problèmes complexes. Je pense que là, c'est pareil, ça peut nous être extrêmement utile dans le leadership responsable, puisque depuis le début, on est sur ces sujets et puis aimer les équations à plusieurs inconnus. Donc voilà, ça, c'est aussi une compétence clé. Yannick en a évoqué une autre qui est majeure à mon sens, c'est le fait effectivement de comprendre comment va se jouer la transformation des individus. Et à la fois manier des dimensions rationnelles et émotionnelles, parce que sur ce sujet, on sait, on a des informations, on est abreuvé d'informations. Mais comment passer du fait de savoir au fait d'agir? Il y a vraiment quelque chose de l'ordre du mouvement individuel, et ce qu'évoquait Yannick est très important sur cette dimension aussi sensible du sujet. Donc, pour moi, le leader responsable, il manie ces deux dimensions rationnelles et émotionnelles. Il y a une dimension... En termes de quatrième compétence, évidemment, on l'a effleuré, mais savoir recruter, intégrer des sustainable natives qui vont venir aussi, par leur questionnement, bouger les lignes de l'organisation, et ça nécessite de leur laisser de la place aussi. C'est-à-dire que si c'est les intégrer pour les mettre dans une case qui nous arrange, là, c'est un petit peu dommage. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi cette acceptation d'être challengé et d'avoir des questions qui grattent auprès du leader. Et enfin, une dernière compétence, et pas des moindres, et on la sent dans les différentes interventions, c'est un brin d'enthousiasme et d'optimisme. Parce que franchement, sur ce sujet-là, on peut vite être dans des tréfonds du désespoir. Donc, le leader responsable, il est justement sur cette projection long terme du futur souhaitable et avec optimisme, conviction pour embarquer plus largement. Donc, ça, je pense qu'on en a tous besoin dans ce cocktail de compétences. Merci Aurélie. Boutaïna, Yannick, est-ce que vous souhaitez réagir à ces compétences du leader responsable d'aujourd'hui et de demain que vient de nommer Aurélie? Quel est le chemin pour vos leaders responsables? Quel est le chemin chez vous? Alors d'abord, je trouve ça très très juste, ça me parle beaucoup. Alors je ne dis pas que j'ai toutes ces qualités-là, je suis certainement très loin d'avoir. Mais effectivement, ça fait énormément de sens. Et je pense qu'il y a une particularité, alors je pense que c'est vrai pour tous les leaders, c'est encore plus vrai quand on essaie d'être un leader responsable, c'est en fait qu'il y a un travail sur soi permanent. On a parlé des paradoxes, et vous l'avez très bien dit Aurélie, on gère nos propres paradoxes en tant qu'individu, en tant que citoyen. Et puis, on a tous nos tiraillements qui font que ce n'est pas toujours très simple. Et donc, il y a un sujet autour du why, pourquoi nous, on veut faire telle chose, et puis d'un travail permanent sur soi pour être dans cet alignement. L'alignement entre mes valeurs, mon action et mon attitude. Ce sont trois choses. L'attitude est par exemple très importante dans la façon dont on va engager les gens avec nous. Et dans l'attitude d'écoute, de bienveillance,
de positivité, Aurélie, parce qu'il faut faire aussi rêver les gens. On a toujours dit, le leader, c'est celui qui montre une vision, qui est une vision enthousiasmante. Comment on fait un projet enthousiasmant autour de sujets aussi difficiles que cela? Et donc, pour moi, il y a vraiment une capacité importante à toujours travailler sur soi et travailler cet alignement qui bouge tout le temps. Tous les jours, il y a des choses qui viennent faire briller ou faire fragiliser en tout cas cette volonté. Et donc, c'est de s'assurer qu'on arrive toujours à se raccrocher à pourquoi je pense que c'est important, comment je le retraduis dans ma façon d'être, dans mon leadership, dans mes décisions au quotidien et dans la façon dont j'engage les gens autour de moi. Voilà, c'est un travail permanent, mais nécessaire. Merci. Non, mais je ne dirais pas mieux ce que vient de dire Boutaina, c'est essentiel. En fait, on se retrouve dans une situation assez paradoxale où on a pu, par le passé, être formé, acquérir de l'expérience comme leader, comme manager, comme chef d'entreprise, etc. Mais là, on est dans un registre qui est totalement différent. C'est-à-dire que je crois que pour résister à toutes les frictions, toute la morosité facile du sujet, pour rester positif, engagé, etc., il faut avoir des convictions. Comme disait Stefan Zweig, l'opinion c'est la masse, la conviction c'est l'homme ou la femme. Se forger ses convictions, c'est pas forcément dans l'entreprise qu'on se les forge. Donc c'est beaucoup sa propre recherche, sa propre analyse, ses lectures, ses contacts, ses relations, etc. Donc ça met en cause, ça met en jeu plutôt aussi l'ouverture du leader sur l'extérieur. Et ça veut dire que le modèle un peu années 80, pour être gentil, mais peut-être 2000, ça débordait jusqu'en 2000, du leader 100% investi dans sa tâche au bureau, qui ne fait que ça, qui ne pense qu'à ça, qui jour et nuit travaille sur la croissance ou la profitabilité de sa boîte, c'est bien. Mais c'est sûrement pas le sujet le plus épanouissant pour avoir cette force et pouvoir se forger cette conviction. Donc, il faut rester ouvert sur le monde. Et donc, là aussi, c'est une injonction paradoxale. Il faut du temps. Et je pense que le leader qui veut être responsable, il doit commencer par se ménager ce temps, se ménager cette curiosité, se ménager cette ouverture d'esprit, et donc être organisé aussi en interne pour pouvoir le faire. Et on sait que c'est pas toujours facile. Donc je crois qu'il y a une espèce d'importation de cette conviction, ou en tout cas d'une force externe qui n'est pas dans l'entreprise, pour la mettre au service de l'entreprise. Et encore une fois, ce sont les leaders, ce sont les gens qui sont placés assez haut dans l'organisation d'entreprise qui peuvent, et je dirais doivent le faire. Mais c'est quelque chose de nouveau. C'est la première fois, en tout cas dans ma carrière, qu'on dit il faut absolument que tu passes du temps à l'extérieur pour faire le job à l'intérieur. Mais ça, c'est quelque chose que je sais que certains collègues sont un peu réticents à ça. Je trouve que c'est une très belle conclusion, ça, ce rapport à l'ambidextrie du leader, le fait qu'il est évidemment très opérationnel et qu'en même temps, il doit être en vision stratégique de demain, et que pour s'insérer dans cette vision stratégique, il a besoin de temps de vagabondage mental, parce que les bonnes idées, ce n'est pas forcément devant l'écran qu'on les a, c'est en s'alimentant, en se nourrissant, ou dans des temps d'entre-deux, en se brossant les dents sous la douche, etc. Je veux tous vous remercier, à la fois Boutaina, Yannick et bien sûr Aurélie, de vos apports, de vos éclairages. Est-ce qu'il y a un mot de la fin que vous souhaiteriez partager? Je vais peut-être me lancer dans le mot de la fin, parce que ça rebondit sur ce que disait Yannick, mais paradoxe, ça veut dire contre la doxa, contre l'opinion commune. Donc, ça fait lien aussi avec la nécessité d'une forme d'audace, mais le paradoxe, c'est contre l'opinion commune. Donc, ça nécessite d'avoir des fortes convictions et pas mal d'audace. Voilà, j'ai envie de conclure là-dessus. Pardon, Boutaina. Non, bien sûr. Moi, je dirais simplement, je pense que être un leader, c'est toujours très, très difficile. Je pense qu'aujourd'hui, être un leader responsable, c'est peut-être le projet le plus enthousiasmant que peut avoir un leader. C'est très difficile, mais c'est réellement ce qu'il y a de plus enthousiasmant. C'est une opportunité unique, en fait, d'avoir une action qui va
au-delà, comme le disait Yannick, de la rentabilité de l'entreprise, du résultat immédiat. C'est voir beaucoup plus grand, c'est voir beaucoup plus large, beaucoup plus loin. Je reprends les termes d'Aurélie tout à l'heure. Et du coup, ça en fait un projet particulièrement excitant et enthousiasmant pour un leader. Voilà. Oui, je dirais pour terminer de mon côté que cet enthousiasme il vient aussi du fait que l'entreprise a été pendant 30 ou 40 ans très égoïste en fait. Très centrée sur un monde auto-défini, même si on y a mis des valeurs, des missions, etc. Moi, je crois au niveau un peu méso, c'est-à-dire que évidemment, comme individu, de temps en temps, on est fatigué, on est tous tentés, allez, de prendre un avion, aller pas trop loin, un peu aller au soleil, parce qu'on voilà, donc on a tous ces tentations-là. Il y a des grands, on va dire des grands décideurs politiques qui, alors là, forgent le macro de chez Macro en prenant des traités, des choses comme ça. Mais le quotidien, je crois que les entreprises ont un rôle absolument crucial parce qu'il est à la fois impactant et peut-être plus impactant que ce que déciderait un ménage, etc. Il est fondamental, il est entraînant. Donc c'est ce moment-là qui est passionnant parce que l'entreprise se doit d'être un tout petit peu moins auto-centrée, plus ouverte, et je crois que les leaders doivent s'en emparer de ce moment. Merci. C'était très réjouissant de vous écouter tous les trois. Je me sens très chanceuse d'avoir eu ce rôle-là, d'animer vos débats. Merci. Merci à tous les trois. Merci à vous. À tous nos auditeurs qui nous ont suivis. Merci à vous, merci de l'opportunité.